Bonsoir, bonsoir à toutes et tous. Il est 18h28. Dans 2 minutes, nous ouvrirons une nouvelle session de conversation intitulée Paroles de créateurs face à l'urgence écologique. Et je suis Nathalie Guillot, présidente de la Fondation Tali. Et ce soir, je suis très heureuse d'accueillir Francis Allais au téléphone actuellement, mais qui va revenir, j'espère. Il y aura une visioconférence. Donc, Sarah Favrio, qui est artiste plasticienne. Donc, l'objet de ces rencontres, c'est d'élargir le champ d'exploration face à l'urgence écologique à travers cette série de rencontres multidisciplinaires entre artistes, scientifiques, philosophes qui, ici, échangent sur leurs pratiques pour imaginer de nouveaux narratifs et imaginer surtout un futur. Et Francis est de retour. Et voilà, je me suis dit, quoi de mieux que d'être dans l'endroit le plus vivant qui soit, c'est-à-dire une canopée dans la forêt primaire que vous voyez derrière moi, avec Jenna Barbero, avec qui je vais partager la modération de cette conversation. Et en fil rouge, 3 questions qui nous taraudent. Quel rôle pour le créateur et le scientifique face à cette urgence écologique, le réchauffement et la perte en biodiversité, dont vous nous parlerez tout à l'heure, Francis Allais? Comment produire et diffuser de l'art à l'aune de cette crise? Et quel engagement individuel, collectif pour créer, pour éveiller les consciences? Francis Allais, bonsoir. Bonsoir. Ravi que vous soyez là avec nous. Vous êtes biologiste, dendrologue. Cela Non, veut dire, vous êtes biologiste. botaniste, pas dendrologue. Alors, vous êtes biologiste, botaniste, et même vous êtes un des plus grands botanistes de votre époque. Donc, on est très, très heureuse de vous écouter ce soir. Et vous êtes un spécialiste de l'architecture des arbres et de l'écologie des forêts tropicales humides. Et vous avez dirigé pendant plus de 30 ans une série de missions scientifiques baptisée le Radeau des cimes. C'est en fait un laboratoire au perché dont résultent des mois d'observations, d'études, de dessins qui révèlent des découvertes inégalées sur la canopée. Et vous passez toute votre vie au cœur des forêts primaires, en Amazonie, en Guyane, en Indonésie, au Gabon. Vous vous défendez d'être un explorateur, mais vous êtes assurément un passeur de connaissances du monde végétal auprès d'un large public. Et on a pu découvrir vos dessins absolument magnifiques dans l'exposition Nous les arbres à la Fondation Cartier. On peut vous lire, vous enseigner. Vous avez publié de nombreux ouvrages, dont un atlas de botanique poétique chez Artaud. Et aujourd'hui, vous avez un projet fou qui est de constituer une forêt de 70 000 hectares, une forêt primaire en Europe de l'Ouest. Donc, il n'y a quasi plus de forêt de cette teneur aujourd'hui, à part une en Pologne, je crois, mais vous allez nous dire. Et donc, vous voulez que ce soit un projet intergénérationnel et vous voulez surtout vous distancier de l'anthropocène, de l'action humaine. Et donc, vous avez le soutien de la Commission européenne et ce projet fait déjà partie du pacte vert européen. Et vous nous en parlerez dans un instant. Sarah Favrio, merci d'être avec nous ce soir. Bonjour. Bonjour, de l'île-Dieu, je crois, dans la Oui, nature. Voilà. tout à fait. Donc, vous êtes artiste plasticienne et vous avez fait les beaux-arts, vous avez été dans l'atelier de Giuseppe Pennone, vous avez été résidente à la Villa Médicis en 2005 et vous êtes une artiste protéiforme puisque vous avez de nombreux médiums, dessins, installations, performances, sculptures, mais avec quand même une prédilection pour le bois et le plâtre. Et vous, votre truc, c'est l'inspiration de l'arte povera, mais c'est aussi l'anthropologie, l'animisme, le totémisme, la géopolitique, l'histoire des sciences, le dialogue entre passé, présent, futur, lié au progrès et aux découvertes. Et vous êtes là aussi parce que vous avez un projet avec Francis Allais. Dont je parlerai dans un instant. Et vous êtes aussi très influencé, enfin, vous travaillez avec des scientifiques sur un projet actuellement d'enforestation, d'ensauvagement,
un concept cher à notre philosophe Baptiste Morisot, qui s'appelle « Je vois trouble longuement un paysage transitoire », mené avec des scientifiques de l'INRA à Avignon. Et donc, je vous ai invités tous les deux pour parler de ce projet commun que vous avez qui parle du sentiment de fusion avec la nature, un sentiment océanique et plus largement une illustration poétique de ce que peut être une écologie du sensible. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai envie de poser une première question à Francis Allais, une question toute simple. Francis, comment vont les arbres aujourd'hui? Très bien, vous ne tracassez pas pour eux. Simplement, on en fait tomber beaucoup pour des raisons qui ne sont pas valables. Voilà. Mais sinon, les arbres eux-mêmes, ils vont très bien. Ils demandent d'ailleurs qu'on leur fiche la paix, c'est tout. D'ailleurs, vous dites que si nous disparaissions demain, ils ne nous pleureraient pas et que nous sommes leurs principaux ennemis. Je pense que nous sommes leur seul ennemi. Et donc, vous avez ce projet ensemble. Comment vous vous êtes rencontrés tous les deux avec Sarah Favrio? On s'est vu à Paris il y a quelques années, puis elle est venue déjeuner chez moi il y a quelques semaines. Oui. Voilà, pas compliqué. C'est une rencontre humaine, on va dire, au départ, qui est par amis interposés, et donc voilà. Et donc là, ça fait quelques années qu'on souhaite essayer de faire quelque chose, et là, peut-être qu'on va y arriver, n'est-ce pas, Francis? Je ne sais pas, je ne suis pas au courant. On va essayer. D'accord. Alors, avant de parler de ce projet que vous avez ensemble sur le sentiment océanique, on peut parler de ta pratique, Sarah, donc beaucoup autour de l'habitat, des cabanes. Est-ce qu'on peut montrer des images peut-être? Donc, tu as été aussi lauréate du prix des Amis du Palais de Tokyo en 2015 pour ce projet notamment. Jenna, si tu peux nous passer des images. Alors, on t'écoute. Alors à ce moment-là, on remonte un peu le temps. Alors si on parle des cabanes, oui, ça a été ma première grande exposition, qui est effectivement à partir de ce prix, le prix des Amis du Palais de Tokyo, et aussi un partenariat avec le Palais de Tokyo, évidemment, mais qui m'a cédé beaucoup plus d'espace qu'il devait y en avoir au départ. Donc j'en remercie encore Jean Deloisier, à l'époque président du Palais de Tokyo. Et c'est un travail qui est un travail de cabane, qui est, si vous voulez, une transposition à partir d'une installation de petites cabanes que j'avais faite au départ. Un village de 30 cabanes, voilà, on remonte, voilà, on est là. Un village de 30 cabanes qui sont en fait, si on passe le page, juste celle d'avant, ah non, alors celle qui est juste après, excusez-moi. Issus de 2 tasseaux, comme on peut voir la structure qui les porte, c'est 2 tasseaux qui ont été débités et qui m'ont permis de faire ces cabanes. Donc en fait, c'est le déploiement, l'explosion de 2 tasseaux dans l'espace, et ensuite dans lesquels j'ai figuré ce village, et qui étaient reliés par des passerelles en huis clos, c'est-à-dire que les passerelles n'aboutissaient nulle part, et on peut voir qu'il y a une espèce de grand 8 aussi. Voilà. Et donc si on revient au travail des grandes cabanes au Palais de Tokyo, ça a été un travail qui a pu poser la question alors évidemment de la cabane sur pilotis, mais aussi la question de la sculpture, puisque ce sont en fait des cubes qui sont reliés par des passerelles, mais des cubes sur socle, puisque les pilotis étaient quelque part les socles, et à l'intérieur desquels j'avais invité, puisque c'était une sorte d'écrin que de faire ces cabanes, inviter des artistes à exposer à l'intérieur. Et à mon tour encore inviter un commissaire à inviter d'autres artistes, car je n'ai pas nécessairement la toute-puissance des œuvres qui étaient, voilà, qu'on puisse voir plusieurs formes, plusieurs pensées autour de l'exposition dans ces cubes. Donc on va dire que peut-être que oui, le travail autour du bois démarre, en tout cas se profile de plus en plus à partir de cette exposition, et qui m'a amené ensuite à Bangkok, lors d'une invitation à Bangkok pour la Biennale de Bangkok, la première édition de la Biennale de Bangkok. Non, je crois que c'est un peu plus haut, à être un peu plus impétueuse, et à me dire qu'on l'a passé, c'était juste avant. Et me dire que j'allais travailler directement au lieu de travailler des tasseaux cette fois-ci. Non, c'est juste après, encore. Là, on est à Los Angeles.
encore, voilà, ici, on y est, voilà, on y était. Si on revient sur l'image juste avant, travailler à partir d'arbres locaux, donc qui se trouvaient en Thaïlande. Donc on a du teck, du padou et du teng. À savoir que le parquet que vous voyez, là ici on est dans l'East Asiatic Building, le parquet que vous pouvez voir est à partir d'une essence des arbres que j'ai taillé, qui est le padou. Histoire d'avoir toute la chaîne de consommation, on va dire qu'elle soit celle qui est naturelle, l'arbre tiré de son milieu d'origine, jusqu'à mon intervention en tant que sculpteur, l'arrogance que je peux avoir aussi à intervenir dessus, on va dire, et ensuite la transformation de l'arbre en objet de manufacturé, la facture qu'on peut avoir dessus, et évidemment l'impact de série. Donc voilà. Là, c'est le travail de sculpture à proprement parler que j'ai pu effectuer, comme une amorce de poutre dans un arbre pour signaler que les poutres qu'on peut voir chez nous, ça provient d'un arbre. Donc, c'est une manière aussi de sensibiliser. Ce sont des choses toujours très simples que je peux faire, c'est certainement pas à but moral, mais afin quand même qu'on puisse se rendre compte que voilà, ces choses, ces arbres qui sont déjà étonnamment dans un intérieur, qui ont cette dimension monumentale parce qu'elles sont enfermées entre un plafond et un mur, et un sol, pardon, sont d'abord des arbres qui peuvent servir de poutre, et que pour une poutre, on tue un arbre, d'une certaine manière. Donc, la difficulté là-bas était de tailler des essences équatoriales qui sont absolument pas, et là Francis pourrait vous en parler, mais là lui en termes de vivant, mais moi en termes de sculpteur, je peux vous en parler comme le travail de sculpture effectué dessus, en sachant aussi que traditionnellement les Thaïlandais sont quand même très forts, et que du coup c'était un bel échange parce que j'ai travaillé avec des étudiants beaux-arts qui maîtrisaient bien le bois, et on a fait un bel échange. On était tous étonnés de comment chacun maîtrisait les outils, donc on s'est appris mutuellement des choses, ça c'était assez joli. C'est toujours quand même un voyage ou une expérience. La Francis aussi pourrait en parler, j'imagine. On se déplace, donc il se passe des choses. Et pour finir par d'autres arbres que on revient en Europe, on revient en France, d'autres arbres que j'ai pris là avec cette collaboration. Est-ce que c'est un peu long? Est-ce que je m'arrête ou est-ce que... Non, non, c'est passionnant. Non, non, on vous écoute. Ok. Alors là, on est à Fontainebleau, et normalement, il y a la Villa Noailles juste avant, au-dessus encore, je crois, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. C'est dans le dossier, voilà. Voilà, on arrive à la Villa Noailles. Encore une image au-dessus, peut-être? Super. Là, on arrive à... C'est-à-dire qu'à Bangkok, quand je suis allé tailler ces arbres, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Francis. C'est la première question que je lui ai posée à Francis, c'est, écoute, j'ai un truc, j'ai un projet en tête, je voudrais faire ça aux arbres, mais j'ai l'impression... J'ai du mal à obtenir vraiment les renseignements, mais j'ai l'impression, et de manière intuitive, et en lisant des choses, que je vais complètement les tuer si je les sectionne sur toute leur circonférence. Est-ce que c'est bien ça? Donc voilà, on s'est rencontré avec Francis sur cette question-là. Et j'étais venu le voir pour faire une conférence. J'avais adoré parce que c'est un super conteur. Et j'avais appris des choses. Et on a commencé à parler autour de cette mort, que en fait, on les fait bien mourir. Et à partir de là, moi, j'ai compris que peut-être je pouvais essayer de faire quelque chose en discutant avec un botaniste, en rencontrant des biologistes, voilà, et pour comprendre ce que moi je faisais en fait, ce que j'étais en train de faire. Peut-être que là on peut revenir peut-être à Francis du coup, ou je sais pas. Ouais. Alors Francis, vous dites qu'on n'aura pas assez de temps pour inventorier toutes ces forêts tropicales parce qu'elles sont toutes en train de disparaître. Donc c'est aussi un cri d'alarme dans votre pratique, démarche. C'est vrai, vous avez raison, je les vois disparaître sous mes yeux depuis plus de 60 ans et il reste presque plus rien. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire alors pour donner espoir? Et donc là, on donne à voir, on éveille les consciences, on fait des formes, on fait des images, des films. C'est le rôle de l'artiste de sublimer, de transcender cette biodiversité menacée, parce que si on n'a pas d'image, on ne peut pas mesurer en fait notre impact d'être humain sur le capital naturel. Mais vous faites aussi, votre pratique, c'est le dessin, donc le dessin qui permet de rendre compte de l'architecture de ces milliers d'espèces d'arbres que vous avez croisées sur votre chemin. La bonne manière pour maintenir la biodiversité, quelle que soit la latitude, c'est de maintenir des forêts primaires.
Parce que le concept même de forêt primaire, il implique une biodiversité maximale. Alors, si on les exploite, elles sont plus primaires, elles deviennent secondaires et la biodiversité est en chute libre. Bon, alors, la solution, elle est relativement simple. Garder les forêts primaires et là où on n'en a pas, en recréer d'autres. Et donc, parlez-nous de votre projet de créer une forêt primaire en Europe de l'Ouest. Où en êtes-vous de ce projet? C'est tout simple, il n'y en a pas il n'y a pas de forêt primaire en Europe de l'Ouest depuis très longtemps. Et donc, délimitons une surface suffisante pour avoir toute la faune de l'Europe forestière, et attendons que ça se fasse tout seul. Voilà. Et donc, vous avez déjà délimité ces 70 000 hectares en Europe? On est très gêné par la pandémie et on devait commencer les travaux de terrain. Eh ben, on va remettre ça quand ça sera devenu facile de se déplacer. Et donc, qu'est-ce qu'il y aura comme type d'arbres et comme type de faune dans cette forêt primaire? Est-ce que vous me demandez de décrire la faune et la flore d'un site qui n'est pas choisi? Non, mais votre idée de ce que vous auriez. Il faut simplement que ça soit protégé pour devenir une forêt primaire. Donc, il ne faut pas s'en occuper, il ne faut rien retirer, il ne faut rien planter. C'est la nature qui sait faire ça. Et l'être humain, il va falloir qu'il apprenne à être extraordinairement discret et à ne rien faire. Donc, ça veut dire... mais c'est très difficile pour beaucoup d'entre nous. Donc, ne pas produire. Et ça, c'est une question que j'ai envie de poser à Sarah, qui est artiste plasticienne, et qui est artiste. Ouais. On est dans cette logique constante, effectivement, de production, de produire. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette injonction du monde de l'art contemporain aujourd'hui? Justement, c'est pour la question. Eh bien, c'est pour ça que je voulais qu'on s'interrompe un peu et qu'on parle justement avec Francis, que Francis réintervienne en fait sur le. Si on revient sur mon dossier, le projet que j'ai fait à la Villanoise tout récemment, qui est lié justement à la collaboration que j'ai en ce moment avec l'INRA, Avignon, et plus particulièrement l'URFM, qui est l'unité de recherche des fondations méditerranéennes. Et je remercie aussi le soutien de l'Association des forêts méditerranéennes en ce moment qui est en train de travailler. On est en train de travailler ensemble pour trouver des billes de bois en forêt. Alors, si on remonte à la Villanoise, c'est encore, je crois, la première image après. Alors, voilà. Ici, ce sont des arbres qui étaient tombés. Alors, non, c'était parfait juste avant. Ouais. Voilà. Ici, ce sont des arbres qui étaient tombés en forêt sur un site d'observation de l'INRA, qui, eux, alors, Francis travaille sur une forêt primaire. Donc là, effectivement, il s'agit de faire, si vous voulez, en sorte que tout marche de façon naturelle, de la plante à l'animal, c'est-à-dire de l'oiseau qui va venir semer sa graine parce qu'il aura voyagé, il sera posé. Et je suis désolée de dire ça, mais dans sa fiente, il y aura ce qu'il aura mangé à côté, et peut-être que ça va pousser. Bon, ça, Francis, tu serais 1000 fois mieux pour raconter tout ça, mais c'est là où on dit qu'il n'y a plus d'intervention de l'humain. Ce site d'observation sur lequel je travaille, et merci à Nicolas, parce que Nicolas Martin que j'ai rencontré, c'est lui qui m'a invité, et c'est donc avec lui que je travaille. C'est un site d'observation où ils ont mis du grillage et à l'intérieur duquel, en fait, ils font de l'observation, donc n'interviennent plus jamais sur cette parcelle. Alors évidemment, eux n'arrivent pas à mettre 70 000 hectares, je crois que c'est ça, Francis, 70 000 hectares, tu veux, en réserve pour cette observation. Ils n'ont qu'un hectare, il me semble. Désolé Nicolas, si tu m'entends, si je me trompe sur la parcelle, les dimensions de la parcelle, et on ne peut rien toucher, même si un mégot de cigarette, rien. Il y a des planches en bois sur lesquelles on marche. Ils ont mis quelques dispositifs pour qu'on voit, pour faire des études comparatives entre un endroit où il y a une réserve d'eau quand il pleut, il ne pleut pas sur cette partie de sol, et juste à côté il pleut. Donc voilà, qu'est-ce qu'il se passe? Parce que eux sont spécialisés dans les changements climatiques et notamment la sécheresse des arbres. Et pour terminer, j'essaye de faire vite. Ces arbres qu'on voit là sur l'image sont des arbres qui ont été tirés non pas de ce site d'observation puisqu'il s'agit de ne rien toucher, mais de cette forêt qui s'appelle la forêt Font-Blanche, qui est à côté d'Aubagne, près de Marseille, et qui sont des arbres qui ont été là, contrairement à Bangkok. Je suis allée voir une Syrie parce que déjà je ne suis pas thaïlandaise et que c'était dur de négocier. Déjà d'avoir les arbres à Bangkok, c'était toute une aventure. Là, ce sont des arbres qui ont été pris
très à côté de ce site d'observation et qui était tombé déjà depuis 1 an au sol. Et on peut voir sur l'image de droite, notamment, des espèces de trous. Et là, c'est l'invasion des parasites dans ces troncs. Là, j'en reviens à ce que dit Francis sur les forêts primaires et l'humilité que l'homme doit avoir. C'est-à-dire que ces parasites dont on parle, on dit que c'est un fléau dans les forêts monospécistes. Donc dans les forêts où en fait ce sont plutôt des forêts de plantation et la biodiversité n'existant presque pas, les arbres n'ont pas moyen de se défendre. Là, Francis, peut-être que je peux te redonner la parole là-dessus plutôt. Volontiers. Si on fait une plantation monospécifique, c'est-à-dire le même arbre répété des millions de fois, il est évident que pour un parasite ou un pathogène, c'est la situation parfaite, puisque et si l'arbre leur convient, eh bien, ils vont en trouver des millions. C'est extrêmement dangereux sur le plan de la sécurité. C'est des forêts qui sont de toute façon vouées à mourir assez vite. C'est ce qu'on constate. Je reviens sur cette question de la surface. Sarah, ça a l'air de t'effrayer 70 000 hectares. Mais non. Mais je reviens là-dessus parce que ça effraie des quantités de gens. Je voudrais dire que c'est un carré de 26 km. Alors, si l'être humain actuel n'est pas capable de protéger un carré de 26 km, eh bien là, je crois qu'il y a beaucoup de soucis à se faire. Pour les amis méditerranéens, j'ai une autre comparaison, c'est l'île de Minorque. Voilà, l'île de Minorque, c'est 70 000 hectares. C'est un tout petit point sur la carte de Méditerranée. Je refuse l'idée que ça soit un projet gigantesque. Par contre, l'être humain, quand il a fait la forêt des Landes de Gascogne, c'est 1 million d'hectares. Et ça ne nous a pas gêné du tout de détruire la forêt d'origine, d'assécher les marais et de planter 1 million d'hectares de pins. Voilà. Et donc, cette forêt, donc, elle se situera où? Je vous l'ai dit, on a commencé les travaux de terrain et on a été arrêté par la pandémie. On attend que qu'on puisse circuler facilement. Donc, ce sera… entre la France et l'un des pays voisins. Et donc, dans cette forêt, vous allez travailler comment? Par strate, j'imagine Je vais vous étonner, on ne travaille pas. Et pour des forestiers, c'est ce qui est le plus difficile, parce que l'être humain est ainsi fait qu'il est imbu de sa supériorité par rapport à la nature. On est tous persuadés, et mes collègues forestiers sont les premiers là-dedans, on est tous persuadés qu'on est les chefs de la nature, qu'on est chargé de la protéger, de rectifier ses erreurs et d'améliorer ses performances. C'est complètement ridicule. L'être humain est d'une arrogance qui me choque. Alors, on en vient à cette idée de croissance qui est cet indicateur qui gouverne nos entreprises. Donc, il ne faudrait pas décroître, mais en tous les cas, croître de manière plus juste pour, comme vous dites, protéger notre capital naturel. Et donc, ces arbres dont vous parlez, dont on a besoin pour capter le carbone et pour arriver à essayer de ne pas dépasser les 2 degrés, mais je crois que c'est déjà trop tard. Dans le monde de l'art, est-ce qu'on a conscience de ces enjeux dans cette façon de produire ou de mutualiser la production, les transports voilà. Est-ce que toi, Sarah, qui est dans le monde de l'art contemporain… Disons, si on a cette discussion, cette conversation aujourd'hui, c'est que, par exemple, ça existe. Et j'ai le sentiment que ça existe de plus en plus. Et bon, moi, je peux voir que je suis de plus en plus invité. Je suis de plus en plus invité parce que je pense que, du coup, je pose des questions. Et en fait, je me complique un peu la tâche, en fait, d'une certaine manière, parce que je vais chercher des arbres. Plutôt d'aller chercher un arbre sain dans une scierie, je vais travailler avec des arbres qui sont grignotés par les scolites, par exemple. Et ce qui va être des tâches… me compliquer la tâche dans le sens où si je paye, j'ai un arbre, mon arbre arrive, il n'y a pas de problème. Par contre, si je décide de travailler avec une multitude de contributeurs, type l'INRA, l'ONF, l'URFM, et essayer de travailler avec des arbres qui sont abîmés, donc qui ont structurellement et mécaniquement des propriétés qui sont plus faibles, et donc du coup, je n'ai pas non plus envie de mettre en danger les spectateurs qui vont circuler dans une œuvre avec des arbres qui s'élèvent, par exemple. Je me complique la tâche avec ce type d'étapes par lesquelles je dois passer, et à la fois, ça me permet de rencontrer un paquet d'acteurs et essayer de comprendre ce qu'il se passe
au sein de l'ONF, ce qui se passe avec les biologistes à l'INRA, ce qu'ils essayent de faire, qu'est-ce que c'est que la cause militante, parce que je parle aussi, Francis étant plus militant, j'ai aussi passé furtivement, mais à la ZAD, et j'ai un projet de pièce de théâtre justement autour de ça, Alessandro Pignotti qui a fait un projet, une bande dessinée qui est vraiment très chouette autour de ça. Donc, qu'est-ce que veut dire à la fois le militantisme, qu'est-ce que c'est que l'institution? Francis, ça tu le sais très bien, parce que du coup, qu'est-ce que c'est que les filières bois, qu'est-ce que c'est que le lobbying autour du bois, qu'est-ce que c'est que l'éco-construction, et je suis obligée si vous voulez, par le simple geste d'aller chercher un arbre en forêt, de passer par tout ce miroiement d'acteurs autour d'institutions, de non-institutions, d'un biologiste qui va peut-être plus se radicaliser parce qu'il aura lu des choses et il se dit que ça va être important. Il travaille par exemple à l'INRA, il se pose la question de qu'est-ce que ça veut dire que l'INRA, qu'est-ce que c'est que cette institution. Tout le monde en ce moment, et c'est le principe de la transition, tout le monde a besoin de temps pour se réorganiser. Et une personne qui a décidé de travailler sans passer par la chaîne de consommation et de production néolibérale ou plus classique prendra fatalement plus de temps à mettre en place une œuvre. Par contre, il va se passer une multitude de choses qui vont arriver. Même les surprises sont géniales. Même, je veux dire, moi, quand je découvre les parasites et je me rends compte de mon arbre qui est en train de s'effriter et en fait, je ne peux rien faire, et ben, qu'est-ce que je fais avec ce que je ne peux rien faire, enfin, par exemple. Et donc, du coup, pour terminer sur votre question, oui, ça bouge de plus en plus et les artistes. Mais après, ça, c'est peut-être une autre partie de la question, c'est comment est-ce qu'on devient médiateur et quel dialogue, comment est-ce qu'on peut retransmettre, qu'est-ce que c'est que la transmission et comment est-ce qu'on peut retransmettre les informations, les acteurs qu'on a eus autour de nous et faire une œuvre qui soit justement cette même humiliation, parce que je crois que c'est ça qu'on a en commun avec Francis, peut-être que je dis des bêtises, Francis, excuse-moi si je dis des bêtises, une forme d'humiliation par rapport à moi, je suis sculpteur, j'arrête de croire que je suis au-dessus parce que je suis dans le milieu de l'art, je vais un peu plus me tracasser et essayer de travailler avec ce que j'ai autour de moi. J'espère que je suis claire. Je suis désolée si je dis beaucoup de choses. C'est très bien. Francis, vous voulez réagir? Francis? J'entends dire que la sensibilité serait du domaine de l'art et qu'elle n'intervient pas dans le domaine scientifique. J'ai encore entendu ça aujourd'hui à la télé. Je rouspète, on ne peut pas faire de la science si on n'a pas de sens. Au début, les observations, ça passe toujours par le jeu de la sensibilité. Alors, je ne crois pas que la différence entre l'art et la science, ça soit à ce niveau-là. En tous les cas, moi, ce que je vois, c'est que l'art s'inspire de la poésie et l'art s'inspire de la science pour mener des projets de plus en plus transversaux et collaboratifs. Preuve en est avec la pratique de Sarah Favrillot. Et la science se rapproche des artistes pour donner à voir et créer un répertoire de représentation. Parce que sans représentation, on ne peut pas mesurer ou éveiller les consciences. Je me trompe Francis Allais? Je voudrais vous donner mon avis sur la différence entre l'art et la science. C'est fondamentalement la même chose, c'est-à-dire que les uns comme les autres, nous cherchons des idées nouvelles, des découvertes pour les scientifiques et des œuvres d'art qui n'ont jamais été faites du côté des artistes. Donc il y a dans les deux cas une recherche de la nouveauté. Ce n'est pas là qu'il y a la différence. La différence, c'est que le scientifique, il est tenu par le principe de la réalité. Il ne peut pas dire n'importe quoi. La réalité est comme ça, il est obligé de suivre la réalité. L'artiste, lui, par définition, il ne se connaît pas de règles. Il peut faire absolument ce qu'il veut, y compris des choses qui n'ont rien de réel. Je crois que c'est cette question de la canalisation du raisonnement qui différencie les deux types de travaux. Et je pense d'ailleurs, Francis, on est parti là-dessus et justement, on essaie de faire quelque chose à ce propos, sur justement comment dire, avec ce sentiment océanique. Peut-être qu'on peut, tu peux peut-être en parler juste 2 secondes, Francis, comme moi je ne l'ai pas eu, je vais mal en parler. Et enfin, tu vois, juste dire ce que c'est. Tu saurais? Si le moment est venu, oui, si Nathalie est d'accord, je veux bien en parler.
Mais moi, je suis tout à fait d'accord. Moi, je suis d'accord avec vous, Francis. Je suis d'accord pour dire que la science est là pour mesurer notre empreinte carbone, par exemple. Et effectivement, Il n'y a pas que voilà. ça. Et on n'avait jamais eu autant d'accélération sur le sujet du carbone que maintenant, encore plus accéléré avec la pandémie. Et qu'en fait, la déforestation fait qu'on en est là aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est des espèces qui n'ont rien à faire dans les villes sont dans les villes parce qu'on a trop déforesté. Vous m'arrêtez si je me trompe. Et donc, plus que jamais, la question de comment on va réensauvager la nature est d'actualité. Et comme tu dis très justement, Sarah, on doit tous collaborer ou en tous les cas être plus humble et de se dire qu'on fait partie de ces espèces menacées si on ne protège pas davantage nos écosystèmes. Et donc voilà, c'est que ça devient très pluridisciplinaire et transversal, que ce soit sur la Terre comme dans les fonds marins. Là, je viens de rencontrer Cyril Dion qui prépare un prochain film qui s'appelle Animal et qui parle de la 6e extinction des espèces. Et il explique ce que vous dites très justement, Francis, c'est-à-dire cette nécessité d'humilité, de sensibilité à la cause commune qui est la protection d'un capital naturel, notre planète. Donc voilà, le sentiment océanique, je suis très curieuse. Romain Rolland, j'ai lu un peu la partie littéraire. Vous l'avez trouvé? Voilà. Il y a quelques personnes, pas très nombreuses malheureusement, qui ont témoigné de ce sentiment parce qu'ils l'ont ressenti. C'est assez difficile à décrire. Ce qui m'intéresse pour la discussion d'aujourd'hui, c'est que c'est lié aux arbres ou à la forêt, ou les deux. Donc ça a sa place ici. Tout d'un coup, vous avez une espèce de basculement poétique et vous êtes submergé par un sentiment extrêmement curieux de disparition de toute limite entre vous-même et la nature. Vous en faites partie. C'est très très beau, c'est extrêmement agréable et malheureusement, ça dure peu et on n'est pas capable de commander ce genre de truc. Alors, les mots sont très difficiles, les mots ne suffisent pas pour décrire ce sentiment océanique. Océanique ne vient pas de l'océan, hein. Océanique vient de l'énormité de ce que vous avez devant vous quand vous êtes dans ce sentiment-là. Les mots ne conviennent pas, c'est dommage, mais c'est comme ça. Quoi qu'il en soit, ça génère beaucoup de bonheur et c'est une chose qu'on n'oublie pas de toute sa vie. Alors, ceux qui en ont parlé, Cézanne, Paul Cézanne, Albert Camus, Paul Claudel, Jack London, Hayao Miyazaki, Romain Rolland, vous l'avez dit, George Sand et Baruch Spinoza. Mais il y en a beaucoup d'autres. J'ai trouvé ceux-là et je continue à gratter pour essayer de voir si j'en trouve d'autres. Est-ce qu'on peut remettre page, s'il te plaît, Jenna? Est-ce que c'est voilà, est-ce que c'est ce que vous avez, j'imagine, ressenti, Francis, quand vous étiez à cet endroit dans la canopée? Non, pas du tout. Ça ne se commande pas. Il ne suffit pas de monter dans cet engin pour avoir le sentiment océanique, ça serait trop simple. Ça s'est passé en République démocratique du Congo, devant la porte de ma cuisine, et j'avais devant moi la forêt du Stanley Pool, et voilà, j'ai eu le sentiment océanique. Mais ça ne se commande pas, encore une fois. Et donc, quel serait votre projet tous les deux autour de ce sentiment océanique? Je ne savais pas qu'on avait un projet tous les deux, Sarah, mais pourquoi pas? Je me demande si tu l'as déjà éprouvé. Moi? Oui. Écoute, franchement, j'ai pas l'impression que ce soit loin de choses que j'ai pu. Bon, moi, tu sais, j'ai habité à l'Île-Dieu donc pendant 5 ans. Donc voilà, on est plutôt sur l'océan, désolé. Mais bon, disons que ça m'est pas étranger, cette chose-là. Et le projet, en tout cas, le projet, c'est un grand mot. La tentative, parce que je vais lui envoyer là, on est en train de, c'est vraiment une tentative. Et le fait qu'on échoue ou que quelque chose arrive fait partie de cette tentative. C'est-à-dire que rien n'arrive, enfin rien ne se passe ou quelque chose se passe, en fera partie. C'est de garder un peu en tête cette idée de sentiment sans essayer d'illustrer du tout, parce que comme dit
comme dit Francis, c'est plus une manière d'être submergé et cette océanique ne permet pas d'avoir les mots. Et donc, le dessin, ce serait essayer de mettre des mots avec d'autres formes. Donc, ce serait plutôt d'essayer de le garder en tête. Et l'idée, c'est la proposition de mon côté à Francis, c'est de jouer un peu l'histoire du cadavre exquis, c'est-à-dire que je vais lui envoyer, ça va être envoyé cette semaine, la fin de semaine, une série de dessins que j'ai faits en pensant à ça. Et lui, alors peut-être que Francis va me dire, alors, franchement, je n'arrive pas à dessiner sur tes dessins, ça c'est possible, Francis. Lui, voir s'il peut voilà, continuer à dessiner quelque chose. Il y aura aussi des feuilles vierges dedans, parce que si jamais il n'y arrive pas, il peut aussi me renvoyer autre chose, et des crayons, et voilà, des petites surprises. Enfin, et donc, on est vraiment aux prémices de qu'est-ce que c'est que lier, justement, parce qu'il a entièrement raison. Et je disais qu'on s'est rencontrés à propos de cette... ça s'appelle l'annélation, en fait. Ce sont les pratiques de sylviculture. C'est ce que j'ai fait avec les arbres. Je ne savais pas à l'époque, je ne connaissais pas. J'avais eu cette idée sans avoir connaissance de la sylviculture et du principe d'annélation. On s'est rencontrés via cette question que je lui ai posée, mais surtout en se disant que très vite, parce qu'on dînait ensemble et qu'on a passé un moment vraiment agréable à Paris, très vite qu'en fait, oui, que ce soit lui de son côté ou du mien, les questions de forme sont un peu différentes parce que moi, par contre, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Je pense que l'artiste aussi a des contraintes. Tu sais, on évolue, on travaille à partir d'un cadre, de contraintes aussi. Mais on n'est pas tenu de tenir, comment dire, par exemple, quand je parlais avec Francis, je lui parle de mutation, il me dit non, mais tu dis n'importe quoi, mais il me dit c'est pas juste. Tu me parles de mutation d'une plante, ça c'est ce que tu m'as dit récemment, la mutation n'existe pas. Bon, bah, pour l'artiste, lui, il va avoir tendance à faire des raccourcis et à dire oui, mais la mutation, avoir plus des images parce qu'il travaille la forme, tandis que le scientifique est tenu d'être précis, parce que si on n'a pas de précision, si le scientifique n'est pas précis, et dans les termes, et parce qu'il y a une définition pour chaque mot, et en plus de ça, qui peut être différente au niveau littéraire et scientifique, qui plus est, à ce moment-là, on ne sait plus de quoi on parle. Je suis en train de me perdre, là. Il faudrait qu'on me rattrape parce que je suis complètement en train de me perdre. Mais voilà un peu le projet. Enfin, voilà. Alors, on parle beaucoup du monde d'avant et du monde d'après. Vous, le scientifique Francis Allais et l'artiste Sarah, comment vous imaginez ce monde d'après? Moi, je ne me tracasse pas pour ça parce que j'ai mon projet et que je vais aller de l'avant dans cette ligne-là, obtenir une forêt primaire en Europe de l'Ouest. J'en verrai pas la fin parce que je suis beaucoup trop âgé pour vivre encore 5 ou 6 siècles. Et ça ne me gêne pas du tout. L'essentiel, c'est de lancer le projet et qu'il devienne transgénérationnel. Il est à la fois transfrontalier et transgénérationnel. Donc, alors, combien de temps ça prend pour justement créer cette forêt primaire? Mais là aussi, je pourrais vous répondre quand le site sera choisi, parce que ça dépend de l'âge de la forêt de départ. Mais l'échelle de temporalité des arbres? C'est de beaucoup de siècles. Mais les arbres, il y en a beaucoup qui sont potentiellement immortels. Hein. Ça n'a pas de limite dans la durée. Potentiellement, parce qu'il est toujours facile de les tuer. Potentiellement, ça veut dire que si les conditions restent bonnes pour ces arbres-là, ils ne mourront pas. D'accord. Alors, ce n'est pas tous les jours qu'on discute avec quelqu'un qui a passé la plupart de sa vie dans les forêts primaires, dans les canopées. Donc, moi, j'aimerais connaître votre sentiment le plus fou, enfin, ce qui vous a le plus ému dans toutes ces pérégrinations de pays et de forêts. Quels sont les souvenirs, les images fortes de ces expérimentations, de ces recherches, de ces réflexions, de ces dessins? Par exemple, la forêt amazonienne. Non, elle n'est pas belle, la forêt amazonienne. Elle n'est pas belle du tout. Non, ce n'est pas ça, les belles forêts. Écoutez, c'est les canopées des vraiment belles forêts, par exemple certaines réserves au Gabon ou certains spots forestiers au nord Bornéo. Là, vous avez vraiment des forêts primaires de grande beauté. Je vais vous expliquer pourquoi l'Amazonie, ce n'est pas très beau. C'est submergé par l'eau 4 ou 5 mois par an. Parce que l'Amazone monte, c'est tout. Alors, il y a très peu d'espèces d'arbres qui arrivent à supporter ça.
Et du coup, l'Amazonie, ce n'est pas très riche en espèces d'arbres. Mhm. Voilà, il faut des sols bien drainés. Alors qu'au Gabon, Au Gabon, il n'y a pas d'inondation, donc c'est des sols profonds, bien drainés. Et là, vous avez parmi les plus belles forêts qu'on puisse voir dans les tropiques. C'est pour ça que j'aime beaucoup le Gabon. alors on commence à voir… Pardon, allez-y. Quand vous êtes dans le sous-bois, ce n'est pas désagréable, mais c'est un peu sombre. Et donc, il y a très peu de plantes. Et comme il y a peu de plantes, il y a peu d'animaux. Par contre, il suffit de lever les yeux et vous constatez que dans la canopée, c'est un fourmillement sans arrêt d'animaux beaucoup plus beaux et beaucoup plus nombreux. Nous le savons depuis pas très longtemps, 1985, que les 3/4 de la faune sont dans la canopée. Donc, il fallait chercher à y monter et c'est vrai qu'on n'est pas déçu. C'est l'endroit le plus riche en biodiversité du monde entier, les mers comprises. Je me suis engueulé il y a quelque temps avec le rédacteur en chef d'un journal écologique dont je tairai le nom. Le gars disait que l'essentiel de la biodiversité sur notre planète, c'était les mers et les océans. Bon, moi, je ne suis pas du métier, donc j'ai demandé à mes collègues océanographes et ils ont remis les choses en état. La vérité, c'est que les mers et les océans, c'est entre 14 et 15% de la biodiversité mondiale. Le reste, c'est les terres émergées. Et dans les terres émergées, ce sont les forêts. Et dans les forêts, c'est les canopées. Sarah, Ouais. tu veux réagir? À ce qu'il vient de dire? Pas forcément, mais en tous les cas, si on est là ce soir, c'est bien pour une question de sensibilisation, parce qu'on voit bien qu'on est touché dans notre être au plus profond. On sait qu'on devra circuler, consommer, manger différemment, se déplacer différemment. Donc, comment on fait pour sensibiliser, même j'ai envie de dire accélérer cette sensibilisation à la nécessité de protection de cette biodiversité? Moi, j'ai une idée. Ce n'est pas enseigné. Et donc, l'éducation nationale ne fait pas son boulot. Moi, quand j'étais dans les petites classes, on m'avait enseigné les bases de l'écologie et on nous faisait dessiner des plantes et des animaux. Et ça, c'est des choses, quand on les acquiert à un âge très, très tendre encore, on ne les oublie pas de toute sa vie. Alors maintenant, nous sommes dirigés par des décideurs, des politiques qui n'ont pas eu ça et donc qui n'ont aucune idée d'écologie dans la tête. Je trouve que ce n'est pas leur faute puisqu'on ne leur a jamais enseigné. La faute, à mon avis, elle est sur l'éducation nationale qui ne fait pas son boulot, plutôt qu'il ne le fait plus. Je crois que les jeunes générations, il serait absolument urgent de remettre sur pied des études d'écologie de base, qu'on appelait dans le temps les sciences naturelles. Ça a complètement disparu. Sarah? J'ai envie de dire que ce qu'il dit, c'est la même chose avec les arts plastiques qui sont vraiment très peu enseignés et que, en fait, comme il dit, les sciences et l'art ont en commun le sensible. Je suis entièrement d'accord. Je pense qu'effectivement, si on avait ces deux disciplines qui étaient un peu plus présentes, et on le sait que les enfants ont une fabuleuse mémoire et une faculté d'emmagasinement d'informations énorme, et qu'on est presque dans des forêts monospécistes à l'école. C'est-à-dire qu'on enseigne les mathématiques, le calcul, la littérature, apprendre à écrire, lire, c'est ce qui est une manière d'apprendre à raisonner, c'est très important, mais on outrepasse quand même, je ne sais pas moi, de passer du temps et d'être content de lire sous un arbre, quoi. Enfin, un truc méga simple et qui fait partie de cette sensibilisation dont parle Francis et dont, par exemple, un plasticien est, lui, particulièrement sensible aussi, parce que sinon, il n'irait pas vers les matériaux. Donc voilà, je pense que je suis entièrement d'accord avec lui. Alors, j'ai eu l'occasion de visiter l'école du domaine des possibles de Jean-Paul Capitani et Françoise Nissen. En Arles. Voilà. En Camargue. Oui. Exactement. Et donc, c'est bien d'un modèle alternatif qui combine la pratique du vivant, de la musique, de la créativité, la transversalité des disciplines et des âges, ne pas être cantonné parce qu'on a 12 ans avec des gamins de 12 ans, mais différents âges sur une seule thématique, une seule discipline. Et cette nécessité de développer l'esprit critique,
à l'égard aussi voilà, l'esprit critique, la nécessité de préserver, d'avoir une attention au vivant en faisant, les enfants font eux-mêmes leur potager, cuisinent, etc. Et effectivement, il y a une volonté de la part de cette école qui est pour l'instant jusqu'en troisième d'aller jusqu'au bac et effectivement de recréer comme ça une dimension autour de l'agroécologie. Pardon? Nathalie, oui, c'est tout à fait admirable ce qu'ils font. Oui, c'est fantastique. Ma critique, ce n'est pas contre ce qu'ils font, c'est contre le fait que ça soit localisé dans un petit bled de Camargue. Ça devrait être national, ça. Complètement, mais ils n'ont pas encore tous les feux verts de l'éducation nationale. Mais en tous les cas, ça devrait être dupliqué. Ça devrait être. Tout à fait, c'est ça que je veux dire. Ça devrait être accessible à tous les enfants, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Et donc là, on commence à recevoir quelques questions autour justement de l'éducation. La sensibilisation se fait évidemment par l'école, mais comment rattraper le creux de la pratique du vivant d'une génération éduquée au numérique et non plus au sens? Ça aussi, c'est un vrai sujet. Francis? Non, je n'ai pas d'opinion. Il y a effectivement à mon avis, deux générations qui ont été quasiment sacrifiées en matière de sensibilité écologique. Et ça donne le résultat qu'on voit parmi nos décideurs actuels. Moi, je trouve ça complexe de répondre juste parce qu'en plus de ça, on est quand même avec cet épisode de Covid confiné, couvre-feu. Donc, et là, on est par exemple dématérialisé et on fait cette conversation, ce qui simplifie aussi le rendez-vous, mais qui a lieu parce qu'on fait cette période. Et du coup, je pense qu'on manque énormément de recul aussi sur ces outils. Et je ne suis pas complètement persuadée que je ne suis pas pour, je préfère une rencontre humaine, hein, mais je pense que c'est un peu comme la littérature aussi dont on disait que c'était malsain de lire. Je parle de ça il y a très longtemps. C'était une activité qui était pas noble et qui a fini par l'être et le devenir. Non, mais c'est vrai, comme la poésie était le livre de chevet à l'époque et c'est devenu le roman, alors que le roman, c'était comme si on regardait des séries et non pas un film intellectuel, etc. Il y a quand même des mouvements qui s'opèrent. Moi, j'aurais tendance aussi à dire qu'il faut faire confiance et qu'il y a des personnes comme Francis, comme moi, comme cette fondation, cette discussion qui œuvre pour que les choses continuent à se faire. Et à côté de ça, des outils numériques aussi qui nous permettent de communiquer et qu'il y a eu une énorme accélération au niveau de la transition, là, que moi, je le vois, à quel point on me sollicite et à quel point je suis appelé à ma petite échelle. Et je me dis que du coup, j'ai envie d'être optimiste et je me dis que du coup, quand même, ça bouge, quoi. Il y a quand même beaucoup plus de gens sensibilisés depuis cet épisode de Covid, ce confinement qu'on a tous vécu et ce traumatisme d'être enfermé. Donc, voilà, voilà. Je pense que tu as raison, Sarah. Mais il y a aussi des quantités de gens qui s'arc-boutent sur la manière ancienne de vivre et qui n'ont pas du tout l'intention de laisser tomber quoi que ce soit de leur profit. Et donc, ça continue à exploiter. C'est terrifiant à quelle allure la forêt française est exploitée, par exemple. Tu ne crois pas que ça prend du temps, une transition? Enfin, justement, cette inscription sur le temps long, quand tu parles de tes forêts primaires, je crois que la transition aussi prend du temps, tu vois. Et que oui, et alors par contre, il faut s'offusquer et agir. Et ce que tu fais, c'est important, tu vois. Mais je pense que ça prend du temps. Et que, voilà, il faut… voilà, c'est ça que… Mais je suis d'accord avec toi, Francis, je suis entièrement d'accord avec toi. Alors, on parle beaucoup d'économie circulaire, donc notamment dans les entreprises. On parle aussi d'éco-conception, éco-concevoir des produits. Qu'est-ce que ce serait l'éco-conception dans l'art, Sarah? Déjà. Je viens d'écrire un projet autour de ça, justement. L'éco-conception, justement, là, je viens de faire un projet autour d'une œuvre qui part de sa forêt d'origine, qui est transformée par l'homme en pirogue et qui revient à sa forêt d'origine transformée en pirogue pour être enforestée et ensuite sculptée pour vivre ad vitam aeternam dans cette forêt en encerclant un chêne. J'aurais envie de dire que c'est un peu ça le modèle de l'économie circulaire appliquée. Alors ça, c'est mon idée. Enfin, je veux dire, c'est mon idée. Je veux dire, c'est une manière de… je vous donne une image, quoi. C'est une image de cet arbre qui est transformé en pirogue, qui revient par voie d'eau dans sa forêt et revivre dans sa forêt avec ce qui a impliqué la transformation de l'homme, l'ambition de l'homme. Et donc,
la circulation vertueuse d'une œuvre, ce serait de travailler à partir je sais pas moi, de branches qui sont tombées à terre. C'est ce que j'ai un peu fait, ce que j'ai essayé un peu faire. Après, Alors, à partir de matériaux vivants aussi, comme les algues, les champignons, la pomme de terre, enfin, il y a pas mal d'innovations. On appelle ça les matériaux vivants, le biomimétisme. Le biomimétisme, pour moi, c'est encore une autre manière de… Comment dire, c'est la volonté de faire, de lier, ce qui est bien, je le critique, ce qui est très bien, c'est super, de lier le progrès et l'innovation à la nature. Et donc de dire, voilà, c'est pas… on n'est pas des amis. Quand on aime la nature, ça ne veut pas dire qu'on est, qu'on est décroissant ou collapso. On peut aussi innover et trouver de la poésie dans l'innovation avec tous ces process de biomimétisme. Après, moi, ce que je me dis, c'est que dans toutes ces œuvres qui sont en train de sortir, ça pousse là. Il y a plein de petits poulains, plein de choses partout. C'est génial, c'est super. Il faut aussi faire attention, moi, il me semble, à pas trop devenir didactique sur les pièces, complètement didactique. Voilà, c'est juste ça. Bon, moi, c'est ma réflexion. Donc, voilà. Vous me posez la question, on me pose la question, je réponds par ce prisme qui est le mien. Et voilà. Francis, si tu veux… Oui, je vais prendre un exemple concret qui me touche de très près. C'est la reconstruction de la charpente de Notre-Dame de Paris. Ouais. Charpente de chêne, elle a brûlé. Bon, comment est-ce qu'on la refait? Il y a deux solutions. Soit on prend des matériaux modernes et très légers et qui ne peuvent pas brûler, incombustibles, soit on la refait en chêne. Alors, je suis très choqué de l'idée qu'on doive la refaire en chêne. Si elle était visible par le public, peut-être que ça vaudrait le coup. Mais personne n'est admis à voir cette charpente. Et donc, je crois que la solution, c'est pas de mettre du bois parce que ça risque de brûler à nouveau. On a maintenant des matériaux beaucoup plus légers et beaucoup plus solides et surtout beaucoup plus durables que le bois. C'est ça qu'il fallait faire. Voilà un exemple d'économie circulaire qui est raté à mon avis. Tout à fait juste. Alors, l'heure tourne et là, j'ai une question sur ta pratique, sur votre pratique artistique, ou si vous la définissez comme artistique, mais en tous les cas, c'est une question sur comment vous considérez, Francis Allais, vos dessins sous un angle plutôt artistique. Et si ce n'est pas le cas, comment vous en servez dans le cadre de vos recherches? D'abord, je voudrais dire que je ne suis pas un artiste, parce que si j'étais un artiste, je ne dessinerais pas ce que j'ai sous les yeux, je dessinerais ce que j'ai dans la tête, ce qui n'est pas du tout pareil. Non, je ne suis pas un artiste. Les botanistes ont toujours dessiné. Quand je suis dans une forêt équatoriale, je suis environné de choses qui m'intéressent et j'ai envie d'en garder la trace. Quel autre moyen ai-je que d'en faire le dessin? Le dessin, pour nous, c'est normal. On voit les dessins de Francis Allais, donc peut-être vous pouvez nous les commenter. Donc, alors, à gauche sur mon écran, ce n'est pas une forêt, c'est une agroforêt. C'est-à-dire que c'est un système agronomique. Tout est utile là-dedans. Est-ce qu'on peut agrandir l'image, Jenna, s'il te plaît? Agrandir l'image, c'est possible? Ça m'a l'air, oui. Ça se passe à Sri Lanka, au sud de l'Inde. Et ça fait très très longtemps que les villageois du coin ont retiré les plantes qui ne leur servaient à rien ou même qui pouvaient être dangereuses. Et ils les ont remplacées par des plantes utiles. Donc tout est utile ici. Et en bas à droite, là, il y a un paysan qui récolte. Et la seule activité qu'ils aient, c'est de récolter. Voilà. Ce n'est pas vraiment une forêt, ça. On ne trouve pas ça dans la nature. Qu'est-ce que c'est la pomme d'eau? Vous ne connaissez pas la pomme d'eau? Il faut aller en Asie pour ça. Pas tout de suite, je vais attendre un peu, je crois. Une pomme, c'est rose et c'est très hydraté, c'est très rafraîchissant. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme dessin? Ça, c'est le plus grand arbre d'Afrique. Il atteint 80 mètres de haut et il vit au moins 1000 ans. On a des références d'au moins 2000 ans. Bon, c'est un arbre magnifique, le Moabi, et il y a vraiment avant et après avoir vu un Moabi, ça change complètement l'impression que vous pouvez avoir concernant
les dimensions des grands arbres. Est-ce que ça a à voir, ce serait pas un cousin du baobab quelque part ou pas du tout? Non, pas du tout, rien à voir. C'est diamétralement opposé dans la classification. C'est voisin du karité. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est souvent dans les cosmétiques. Karité, d'accord. Oui. Bon, non. Il y a d'autres dessins. Ah voilà. Là, à gauche. À gauche, tu as Paris, un petit arbre complètement envahi par le lierre dans le jardin de la Fondation Cartier. Je préfère, moi, celui de droite, qui est un figuier étrangleur en Amazonie péruvienne. Je ne sais pas si vous voyez qu'il y a des trous au travers de ce gros tronc. Et parce que l'arbre qui a servi de support, il est mort depuis longtemps. Le figuier l'a entouré de ses racines. Les racines se soudent entre elles, mais de façon un peu imparfaite. Donc, on voit que ces racines enveloppent un trou cylindrique qui correspond au tronc de l'arbre disparu. Un figuier étrangleur, ça c'est typique des forêts tropicales humides. Alors, j'ai une nouvelle question de Émilie Bernachot-Compin qui dit « Cela me fait penser au patrimoine que l'on transmet, comme par exemple la forêt de Troncé, créée par Colbert pour les bateaux de l'époque. » Donc, c'est une question par rapport au sujet précédent. Aujourd'hui, nous n'avons plus cette notion car nous n'avons plus les mêmes besoins, l'évolution, les changements. Ah, la question a disparu. Pardon. Je reviens avec la question. Nous n'avons plus les mêmes besoins, l'évolution et les changements climatiques. Est-ce que cette notion de patrimoine peut être le mot le plus compréhensible pour le grand public et le sensibiliser entre art et forêt, arbre, la notion de patrimoine? Pour moi, une forêt, c'est un patrimoine. On en a tous besoin. Attention de ne pas confondre avec des plantations d'arbres. C'est non seulement différent, mais c'est presque l'inverse. Donc, il ne faut pas planter des sapins de Douglas, ça fait une plantation, ça ne fait pas une forêt. Il n'y a pas de biodiversité, puis ça va vivre 35 ans, pas plus. Tandis qu'une forêt, c'est extrêmement riche en espèces animales et végétales, et ça a une durée de vie qui est illimitée, ça se compte en millénaires. Qu'est-ce qui arrête une forêt? C'est un changement climatique, par exemple. Comme c'est le cas, comme c'est ce qu'on est en train de dire actuellement. Francis? Non, ça se passe très bien pour l'instant. Vous savez, les arbres sont parfaitement… Un arbre, ça peut vivre tellement longtemps que pour certains d'entre eux, le changement climatique, c'est de la routine. Ils en ont vécu déjà plusieurs. Donc, c'est plutôt la déforestation, l'action humaine. Je m'en fais beaucoup plus pour l'être humain que pour les arbres en matière de changement climatique, de dérèglement climatique. En fait, c'est plutôt eux qui vont nous sauver par rapport au dérèglement climatique. Sans aucun doute, c'est nos alliés. Voilà, nos alliés. Donc, il faut en planter un maximum. Bien, écoutez, il est 19h25. Merci en tous les cas de votre participation. C'était passionnant. Et je termine toujours par une petite inspiration, une grande inspiration par des deux invités, une lecture et une action. Alors, une lecture, une lecture, un conseil de lecture à partager, Francis Allais, au public qui nous écoute. J'ai lu tout récemment un livre très important, mais qui ne remonte pas beaucoup de morale. Ça s'appelle « Main basse sur nos forêts » par Gaspard Dalens. Ça explique que quand on vit en France, on est beaucoup plus au courant de ce qui se passe dans les forêts tropicales que de ce qui se passe en France. Or, ce n'est pas brillant du tout. Voilà, le livre de Gaspard Dalens, c'est très important. Et une action, donc c'est sans doute soutenir l'association Francis Allais pour la forêt primaire. On n'est pas spécialement à la recherche de moyens financiers parce que, comme je l'ai dit, ce n'est pas un projet coûteux, c'est un projet qui demande simplement de la ténacité et de la suite dans les idées. Maintenant, ce qui est certain, c'est que le nombre d'adhérents à notre association, ça par contre, c'est essentiel. Donc, voilà, adhérer demain à l'association Francis Allais pour la forêt primaire et une action individuelle qu'on pourrait faire aujourd'hui pour agir pour le vivant. Convaincre les gens qu'il y a des plantes qui poussent dans les villes et que c'est bien. Quand j'étais gamin, on appelait ça de la saleté.
Et quand il y avait des herbes entre les pierres du trottoir, on nous disait, mais avec tous les impôts qu'on paye, la municipalité, elle pourrait nettoyer au moins. Voilà, considérer les plantes comme quelque chose de sale, ça c'est effrayant. Il va falloir abandonner ce genre de truc. Il y a des tas de points de vue qu'il va falloir abandonner. Par exemple, tailler un arbre pour le rajeunir. Tous les tailleurs d'arbres vont vous dire ça. Mais c'est complètement idiot. C'est qu'ils n'ont rien compris. Bon, ça change heureusement dans le bon sens. Et c'est Emmanuel Ecocha que vous connaissez qui dit qu'il faudrait que toute la terre, justement dans les villes, soit des jardins, des potagers partagés, des jardins partagés. Oui, il a raison, bien sûr, bien sûr. Il est très, très bien ce coach-là. Sarah, une lecture, une action. Bon, ouais. Bon, j'ai un deuxième héros en dehors de Francis, qui est mon héros. J'ai Jack London, que j'aime beaucoup. Et pour ne pas dire l'appel de la forêt, qui est super, il y a aussi construire un feu, qui est très court et qui est vraiment... bon, voilà. Là, on est dans le Grand Nord, hein. Il neige, il fait bien froid, et là, la nature, elle peut vous jouer des tours. Voilà. C'est très pratique, c'est très pratique. C'est un manuel de survie presque. Ah, ouais. C'est Jack London, quoi. C'est une belle parole. C'est une très belle parole, très belle voix. Une action, allez, une anti-action, la promenade. Prendre le temps, on va prendre un peu le temps. Voilà. Prendre le temps. Ok, donc Sarah Favrio, vous êtes à la galerie, représentée par la Galerie Maubert, et puis on aura hâte on est impatient de découvrir cette exposition qui est programmée à la Galerie Maubert, Francis Allais, avec Sarah Favrio, très bientôt, en avril, je crois, puisque oui. le galeriste en a parlé. Donc je crois que vous allez vraiment travailler ensemble. Il y a un projet là. Peut-être qu'on peut-être. Ouais. Et donc voilà, donc ce projet-là, d'autres projets que vous voulez nous partager avant qu'on se quitte, Sarah? Ah oui, je vais faire traverser un arbre en Méditerranée qui partira de la Villa Noailles, donc de la presqu'île de Hyères, et pour aller rejoindre l'île de Porquerolles. Donc ce sera normalement une bille de cèdre qui a été justement récoltée en forêt, et qui va retrouver la pinède de la Fondation Camillac. Mais bon, c'est une réserve naturelle, Porquerolles, donc la pinède de Porquerolles fin juin. Voilà, c'est d'autres choses, mais on va rester là-dessus. Ok, merci à tous les deux. C'était vraiment passionnant de vous écouter, de partager vos pratiques. Et nous, on se retrouve le 4 mars avec une autre artiste, Prune Nourri, qui sera en discussion avec le designer Nicolas Delon, notamment. Et ça sera modéré par Jenna Barbero. Et vous pouvez retrouver cette conversation en replay dès demain. Merci à vous tous. Merci. Merci à vous. Namasté, Francis Allais. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.